alloué au shopping de luxe et notamment la mode et la haute couture française qui rayonnent depuis des siècles à travers le monde. Fabrice Dalméda. Eh oui, France, la mode fait rêver, mais elle est un peu plus que cela. Elle est d'abord un secteur économique extrêmement important et aussi un idéal de beauté qui a rayonné à l'échelle internationale. Et ça a commencé au XVIIIe siècle, même peut-être avant, mais en tout cas, il y a une figure qui me paraît particulièrement attachante, c'est la marquise de Pompadour, qui est chère au cœur de Karl Lagerfeld. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante pour nous? Parce qu'au XVIIIe siècle, elle réussit pour ses châteaux, pour ses toilettes, à réunir un ensemble d'artisans extrêmement importants et elle va influencer, grâce à la cour de Louis XV, un ensemble de souverains européens qui vont décider, eux aussi, à leur tour, de prendre des artisans français pour, dans leur pays, comme Frédéric II de Prusse, en Allemagne, pour aussi faire rayonner une certaine beauté. Alors il y a un deuxième personnage qu'on oublie souvent en France, mais tout à l'heure on a parlé dans l'émission de l'importance du Second Empire, c'est l'impératrice Eugénie. Alors, formidable. on est dans les années 1850-1860 et c'est une impératrice qui va être très importante pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle a une ruse qu'elle va utiliser. Elle va nommer de très beaux officiers d'ordonnance au sein de sa maison et ces officiers d'ordonnance vont être en gros les jeunes gens à marier. Donc beaucoup de grandes familles européennes vont venir fréquenter la cour de Napoléon III pour essayer, bon, c'est un petit peu cruel dit comme ça, mais de caser leur jeune fille. Et en même temps, en venant à Paris, ils découvrent la fête impériale avec ses grands bals. Ils découvrent aussi les grandes marques qui commencent à naître, comme Hermès, qui est né quelques années auparavant, mais qui commence à rayonner de manière très importante sous le Second Empire. Et évidemment, avec la circulation européenne, eh bien, ça va favoriser un premier rayonnement. Alors évidemment, ces grands artisans vont travailler la haute couture et ils vont continuer à avoir cette manière tout à fait spéciale de créer. Je pense à Madame Gray, par exemple. Mais dans l'entre-deux-guerres, il va se produire un changement tout à fait considérable. Il y a effectivement le travail de création qui reste relativement artisanal. Mais derrière, il y a des maisons avec énormément de petites mains. Il y a des réseaux commerciaux internationaux qui se montent. Et très rapidement, des figures comme Coco Chanel vont être amenées à s'adosser à des maisons industrielles et financières. Coco Chanel, par exemple, elle va se mettre avec les Wertheimer, qui sont des Alsaciens, déjà dans la cosmétique, déjà dans le textile, et qui vont l'aider à se développer de manière tout à fait considérable à l'échelle internationale, et notamment aux États-Unis. Et déjà, donc, on a ce couple entre un créateur et un financier. Donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, on est vraiment rentré dans une logique de marque. Ce n'est pas seulement le créateur, mais c'est aussi la marque, et la marque devient un emblème, et elle va donc avoir un poids politique particulier. Pour exprimer ça, c'est-à-dire ce rapport entre les marques et l'histoire, il y a une figure qui est Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, vous la voyez là à l'image, en 1963, un certain 22 novembre, dans un tailleur Chanel rose, avec un chapeau de la même couleur, et nous sommes à l'aéroport de Dallas. Quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, son mari va être abattu dans la voiture, juste à côté d'elle, et son tailleur sera éclaboussé de taches de sang. Alors Chanel, évidemment, c'est l'histoire, mais il n'y a pas que Chanel. Par exemple, Claude Pompidou, la première dame française du début des années 70. Claude Pompidou, elle porte du Chanel, mais elle porte aussi du Dior, du Lanvin, du Cardin. Et elle va être critiquée, justement, parmi les premières dames, comme une personne un peu trop élégante, qui se prête un peu trop au jeu de la mode. Oui, mais il faut faire marcher le commerce. Eh oui, mais on va l'appeler, c'est un peu sévère, c'est le Canard enchaîné qui va l'appeler comme ça. Ils vont l'appeler la Pompidour. Vous voyez la référence. Et quelques années plus tard, dans la même logique, les premières dames continuent et se font même prêter des robes. En 2008, on va en prendre une, Carla Bruni. Elle va en voyage officiel en Angleterre et elle se fait prêter par John Galliano une robe Dior. Alors ça justement, c'est peut-être un problème dont on peut discuter parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu un retournement de rapport de force. À l'époque de la Pompadour, la princesse, la favorite, commande aux artisans, elle les fait vivre. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ces grandes premières dames qui se font prêter les robes de la haute couture sont d'une certaine manière devenues les ambassadrices de ceux qui font l'histoire, c'est-à-dire les créateurs. Voilà. La première dame, il faut qu'elle vende. Il faut qu'elle vende la mode française. Après tout, elle est la vitrine d'un pays qui, malheureusement ou pas, a un potentiel très fort dans tout ce qui est mode et ce qui va autour, les accessoires, tout le reste. Ça, on n'y peut rien, autant exploiter ça. C'est pas qu'on n'y peut rien, c'est qu'on est même très content qu'il y ait des créateurs un peu partout dans le monde, en Europe, qui acceptent de venir en France défendre cet idéal de beauté et de mode à la française. Oui, mais là, je peux vous répondre aussi. Est-ce que c'est pas étrange que toutes les maisons importantes sont dans des mains
d'étrangers. Et je ne parle même pas d'un méchant allemand comme moi, mais aussi les autres. Hein. Oui, mais alors quel est l'ADN de la mode française? Qu'est-ce qui fascine chez elle? Je ne vais pas vous faire une analyse, parce que dans ce cas-là, ça devient une recette de marketing. Ça ne tient à rien, et c'est ça le miracle, c'est ça le mystère, et c'est ça qui donne les résultats. Qu'est-ce que viennent chercher les étrangers chez nous qui achètent beaucoup de produits de luxe, des produits Chanel, Saint-Laurent, Dior et autres? Qu'est-ce qui les attire? Parce que peut-être Paris a su créer une idée qui donne une envie de quelque chose qu'on appelle un produit de luxe, qui s'adresse aux gens qui ne vivent pas forcément dans le luxe, parce qu'aujourd'hui, c'est très dissocié. Je veux dire, le luxe et les produits de luxe, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas pour le même consommateur. Ça, c'est une chose mystérieuse qu'il faut préserver et surtout pas essayer de soumettre à des trucs de marketing et de machin. On ne sait pas pourquoi et on ne doit pas savoir. Ça doit se faire, c'est un miracle, c'est une histoire non explicable et toute explication serait la mort. Ça, la mode, c'est un des piliers de la haute couture, Jean-Jacques Ayagon. La mode, la couture se sont également mondialisées. Aujourd'hui, il y a des créateurs non seulement en France, mais dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres pays dans le monde. Et la clientèle, elle est devenue internationale. Ce sont les mêmes... C'est la même réputation, ce sont les mêmes mythes, ce sont les mêmes légendes qui voyagent dans le monde entier. Nous vivons dans un monde ouvert et il est important que la France y garde une place importante. Mais l'Italie, quand même, industriellement... Ils ont un bon bout, hein. Et il y a un lien direct avec le tourisme, Sylvia Pinel. Mais il y a des secteurs d'activité qui sont des marqueurs, des images, l'image de la France dans la représentation de beaucoup de nos visiteurs. La mode, le luxe, la gastronomie, les vins, le savoir-vivre, le style France est finalement une identité, une culture qui rayonne bien au-delà de nos frontières et qui participe directement à l'image et à l'attractivité de notre pays. Beaucoup de visiteurs internationaux nous disent « nous sommes venus en France pour telle et telle chose, pour la mode, pour le patrimoine, pour la gastronomie, pour le vin ». C'est finalement des vitrines que nous devons porter et que nous devons rendre plus visibles sur la scène internationale parce que ça participe en définitive, tout cet ensemble-là, à l'attractivité de la destination France. Monsieur Rochefort, merci. Madame Pinel, merci à vous. Fabrice d'Almeida, merci aussi. France. Au revoir, on va continuer le débat. Nous avons parlé de la haute couture, mais parmi les autres points forts de notre patrimoine immatériel qui attire les touristes, il en est un qui vient d'être reconnu officiellement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de la gastronomie. Depuis plusieurs années, deux hommes l'ont bien compris et rivalisent sur les 5 continents pour promouvoir la gastronomie française. Portrait croisé de 2 géants, Joël Robuchon et Alain Ducasse, par Aline Thomas. Ce matin, dans les cuisines du Plaza Athénée, l'un des plus grands palaces de la capitale, un invité se prépare à un exercice peu ordinaire. Guy Guérin, pâtissier, vient présenter au chef des lieux sa spécialité, la croustade landaise. Je la tiens de mon père, qui la tient d'une voisine de ma grand-mère. Ce qui m'a donné envie de la faire, c'est le fait que je suis pâtissier de métier et c'est le fait que j'ai pas envie que se perde ce dessert-là. C'est vraiment une note, c'est vraiment un goût d'enfance et c'est un vrai savoir-faire. J'insiste vraiment sur le savoir-faire, c'est voilà, la transmission, c'est pas faite, c'est sur l'espace des 2 dernières générations, ça s'est quasiment perdu. La tâche du pâtissier s'annonce difficile. Il est venu convaincre Alain Ducasse, l'un des plus grands chefs du monde, d'appuyer sa candidature pour le label Entreprise du patrimoine vivant. Il s'agit d'une distinction prestigieuse que Guy aimerait bien pouvoir revendiquer pour sa fameuse croustade landaise. La préparation est terminée. Et venez, hein. Je vais pas manger tout seul. Il est l'heure de passer à table. Non, c'est l'équilibre entre le moelleux, le croustillant, le parfum, la température. C'est pas rien. Le verdict ne fait aucun doute. Le chef a aimé. Ça, c'est de la dentelle, hein. Voilà, c'est un peu arriver
à un stade ultime. J'ai gravi mon Everest d'une certaine manière. 5 à 10 ans de travail et en 1 minute et demie, là, c'est jugé, c'est apprécié, c'est calibré. Et j'ai entendu tout ce que je voulais entendre, donc c'est parfait. Le pâtissier en est tout ému. Lui, le petit artisan du Sud-Ouest, vient d'obtenir la reconnaissance d'un chef 3 étoiles. Alors qu'il voyait son dessert disparaître, il peut désormais revendiquer un soutien de taille. Alain Ducasse envisagerait même de mettre la spécialité à la carte d'un de ses restaurants. Car la croustade landaise est un exemple parmi d'autres de l'extraordinaire richesse de notre patrimoine gastronomique. C'est un héritage de plusieurs générations d'illustres cuisiniers. De Vatel, le chef de Louis XIV, jusqu'à Escoffier, grand chef du début du XXe siècle, qui fit connaître notre cuisine dans le monde entier. Au fil du temps, la gastronomie française est devenue une référence. Depuis 3 ans, elle est même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, au même titre que le château de Versailles ou la Tour Eiffel. Alors comment entretenir un tel patrimoine? Comment faire fructifier cet héritage? Qui en sont les ambassadeurs? C'est ce que nous avons essayé de comprendre avec 2 des plus grands chefs étoilés du monde, Joël Robuchon et Alain Ducasse. 2 parcours hors normes qui ont débuté de façon fort différente. Alain Ducasse est né dans les Landes. Son goût pour la cuisine est fort précoce. C'est chez sa grand-mère, à la ferme, qu'il puise sa vocation. J'ai été élevé dans une ferme où il y avait tous les produits, tous les légumes autour de moi. Donc, je me rappelle quand j'étais tout petit, on allait au village, je crois que c'était le sel, un peu d'huile, enfin de la farine. Voilà, et le beurre, le lait, tout ça, c'est fait à la ferme. Donc le lapin, les poules, les dindons, les cochons, les vaches, les poireaux, les carottes, les petits pois, les radis. Voilà, tout ça venait de la ferme. Donc ça s'inscrit bien dans le disque dur. En revanche, pour Joël Robuchon, la gastronomie n'a rien d'une évidence. Au petit séminaire, il rêve de devenir architecte et se retrouve par hasard apprenti dans une cuisine. J'ai eu la chance, en apprentissage, de tomber sur des ouvriers exceptionnels, motivés, et c'est eux qui m'ont donné la vocation. C'est eux qui m'ont appris à m'appliquer, à m'intéresser. Et c'est vrai que c'est un métier qui est prenant parce que quand on commence à faire bien, on voit que des gens heureux autour de soi. Et c'est ce qui m'a donné la passion, et je crois que la vocation est venue après. Vocation précoce ou tardive, ils ont un talent hors du commun. Robuchon et Ducasse atteignent la récompense suprême, les 3 étoiles au guide Michelin, avant 35 ans. Joël Robuchon pour son restaurant Le Jamin. Et Alain Ducasse pour le Louis XV à Monaco. Mais cela ne suffit pas. Ils veulent aller plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens qui vont jusqu'à l'excellence de leur savoir-faire, en remettant tous les jours le pari qu'ils peuvent faire mieux qu'hier. C'est ça, ne jamais être persuadé qu'on est arrivé quelque part, parce que c'est l'assurance de régresser. C'est ainsi qu'au fait de leur gloire, ils choisissent la voie ouverte par leur aîné Paul Bocuse et se lancent dans la conquête du monde. Les personnalités sont très différentes, mais les 2 chefs ont la même stratégie de conquête. Ouvrir de nouvelles tables dans toutes les grandes villes du monde. Las Vegas, New York, Londres, Tokyo. Nous venons et où nous avons envie d'aller, et nous allons apporter, nous Français, notre expertise de cuisinier pour partager avec vous ce que nous aimons le plus, c'est la nourriture et les vins. Kanpai, kanpai. En 20 ans, les 2 chefs deviennent des stars, à la tête d'empires gastronomiques. Avec un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros et 27 restaurants, Alain Ducasse devance de peu Joël Robuchon, avec ses 16 restaurants et ses 75 millions d'euros de recettes. Ils sont la vitrine de la cuisine française. On vient nous chercher, c'est pas nous qui allons aller. La cuisine française est très prisée à l'extérieur, très recherchée. Surtout que la cuisine française qui est faite aujourd'hui n'est plus la cuisine qu'on a connue d'après-guerre, qui était, ou même après, qui était une cuisine, on peut dire, bourgeoise, mais riche. Aujourd'hui, c'est devenu, ou c'est le produit qui parle aujourd'hui. C'est vraiment la qualité qui est mise en valeur des produits, ce qui fait que c'est une cuisine qui est très prisée. Mais pour être à la hauteur de leur réputation, ils doivent désormais remplir un rôle qui dépasse le cadre des fourneaux. Chef d'entreprise, autant que chef cuisinier. Il faut tout vérifier et se montrer intraitable.
Joël Rebuchon organise une répétition générale avant l'ouverture de son restaurant de Singapour. C'est un petit plat, ça? Petit plat, oui. Ça, c'est la volaille, non? Oui. Mais elle est épaisse, hein, non? Et ça, c'est laquelle viande, Philippe? C'est américaine. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas assaisonner. Hein. Ils ne savent pas faire. Hein. Là, il va falloir qu'ils s'entraînent, hein, les gars. Hein. Hein, là, ça fait un mois qu'ils sont là. Normalement, on devait ouvrir aujourd'hui, le restaurant. Tu te rends compte, si on avait ouvert aujourd'hui, si on avait eu tout, t'étais pas prêt, hein? Ambassadeurs de la gastronomie française, les grands chefs sont aujourd'hui eux-mêmes une part du patrimoine, à l'image de cette statue d'Alain Ducasse au musée Grévin. Je visitais le musée Grévin quand j'étais adolescent, puis je suis revenu plus tard, mais de là à penser qu'un jour je me retrouverai là, jamais. Donc c'est un grand jour pour vous. Voilà, bien sûr, c'est émouvant. Conscients de leur réussite, ils savent que c'est désormais à eux de faire vivre cette tradition et de transmettre leur savoir. Quand j'ai commencé dans cette profession, beaucoup de cuisiniers se cachaient. Cachés, ils ne voulaient pas montrer leur recette. Moi, au contraire, je suis ouvert dès qu'il y a une recette. Et quand cette recette est copiée, combien j'en vois dans d'autres restaurants, je suis heureux. Parce que notre rôle, c'est bien de transmettre. Et c'est de transmettre ce qu'on a reçu, et puis ce qu'on a perfectionné. Et puis ça nous oblige aussi à nous remettre en question et à refaire autre chose. Ce qu'on a conscience, c'est de diffuser une certaine idée de l'art de vivre à la française, dont la gastronomie fait partie, dont la manière de se nourrir fait partie, et dont la manière de ce que l'on va boire avec fait partie. Donc en cela, nous sommes des acteurs de l'économie et du rayonnement du pays à travers le monde. Et la cuisine française a un grand rayonnement, il faut le cultiver, il faut continuer à en faire parler, il faut continuer à le promouvoir. Et pour ça, le mieux, c'est d'ouvrir des restaurants. En ouvrant encore des restaurants, ils permettront aux générations futures de se former, de se perfectionner et d'enrichir à leur tour le patrimoine français. Hélène Darroze, bonsoir. Alors, nous ont rejoint deux invités. D'abord, Hélène Darroze, qui est un grand chef à Paris, à Londres. Une cuisinière. Moi, je préfère le mot de cuisinière. À Moscou aussi. Et puis, le ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire. Hein, et de la forêt. On peut dire ça comme ça. Et de la forêt. Non, on n'en parlera pas aujourd'hui. Une grande partie du patrimoine français. Surtout du territoire. Du territoire, Stéphane Le Foll. Je vais commencer par vous, Hélène Darroze, après ce sujet que vous venez de voir. Bon, c'est très optimiste parce que ce sont deux géants, comme je le disais tout à l'heure. Mais est-ce que la cuisine française n'est pas attaquée, comme la mode aussi, par d'autres pays? Je pense à l'Italie, le Japon, l'Espagne, enfin... Elle est certainement challengée, mais ça n'empêche que justement tous ces cuisiniers espagnols, italiens, etc., ils viennent quand même trouver l'inspiration, viennent trouver la formation à un moment donné en France. Donc c'est quand même la France qui est le leader dans le monde et qui reste une référence pour tous. C'est vrai, mais est-ce que c'est pas un peu de moins en moins le cas? C'est la question que je pose. Moi, je pense pas. Je pense qu'on vient toujours chercher une formation, une certaine idée de la cuisine, de la gastronomie, une culture. En France, je pense aussi qu'en France, on a un panel de produits inégalés dans le monde. Voilà, maintenant, c'est... Inégalé, vous dites ça Ah oui, je pense, oui. Vous dites ça sérieusement? Oui, trouver une bonne volaille ailleurs qu'en France, je sais pas. J'ai jamais trouvé, moi, en tout cas. Alors, Stéphane Le Foll, vous buvez du petit lait pendant que... C'est le cas de dire, ouais. Et vous parliez du poulet, il faut savoir que la France reste le pays qui mange des poulets rôtis à table. Et la question du patrimoine et de l'UNESCO que vous avez évoquée, c'est pas simplement la question de la gastronomie. Je voudrais le dire, c'est d'abord la question du repas. C'est ça qui a été primé et regardé à l'échelle de l'UNESCO. La gastronomie vient derrière. Mais à un moment où en France, pour la première fois, le nombre de repas pris dans les fast-foods est supérieur au nombre de repas pris à table, il y a une vraie question qui se posait. Ouais. C'est que si on veut de la gastronomie, il faut qu'on redonne sa lettre de noblesse à la table et au repas. C'est ça l'enjeu aussi. Et ce qui a été reconnu par l'UNESCO, c'est cette structure, cette organisation de la table, de ce qui est le partage, de ce qui peut être l'humanisme qu'il y a derrière. Et c'est pourquoi le ministre de l'Agriculture a lancé, au moment du Salon de l'Agriculture, des Rabelaisiennes en référence à Rabelais, parce qu'il y a besoin non seulement de parler de gastronomie, mais il y a besoin surtout de parler du temps nécessaire pour manger. Alors, c'est une liaison. Hein. Voilà. Tout de suite, vous me l'avez donné sur un plateau.
avec Julia qui va nous parler du repas gastronomique selon l'UNESCO. Hein, c'est bien ça, Julia? Oui, et puis tout d'abord du patrimoine immatériel de l'humanité, puisque c'est une notion assez récemment introduite par l'UNESCO. Et en fait, le patrimoine immatériel de l'humanité, eh bien, ce sont des processus culturels qui permettent de relier les vieilles générations à nous-mêmes. Et une chose que l'on a gardée en France des générations passées, eh bien justement, c'est l'entrée, c'est le plat, c'est le dessert, c'est le rituel de la table, c'est Gargantua devant son énorme buffet qui prend le temps de dévorer les meilleurs. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que cette gastronomie-là, eh bien, tout le monde en fait un atout touristique majeur de la France. 93% des Français pensent que la gastronomie est le principal atout touristique de la France. Et en même temps, si on regarde les chiffres, les touristes ne consacrent qu'un tiers de leurs dépenses à la restauration. Les dépenses des touristes en France, c'est 43 € par jour pour manger. Et Karl Lagerfeld, ça vous inspire la gastronomie? Non, pas vraiment. Française, mais, oui. C'est trop dangereux. Pourquoi Parce qu'on grossit. Donc ça, c'est très, très, très mauvais. Mais je comprends ça comme luxe. Parce que la vraie grande cuisine de Madame et de Ducasse et tous ces gens-là, c'est quand même un truc très, très, très cher. Donc, c'est déjà limité dans un sens. C'est un art. Ce n'est pas la cuisine à la maison et tout ça. Quand le ministre dit qu'il faut refaire le repas, je suis entièrement d'accord. Il a raison. Parce que c'est horrible, tout ce fast-food et toute cette ambiance de bouffer en vitesse et tout. Il a plus que raison. Mais ça veut dire que la femme doit passer beaucoup de temps, même si les hommes le font un peu maintenant aussi, à la maison, à les préparer. Ça se prépare. Ça, c'est le deuxième problème de la même histoire. Ça fait un foyer un peu 19e, quand même. Ben non, je ça suis peut pas être l'homme qui contre fait la cuisine, ça l'absolu arrive. de l'imagerie, mais la réalité est peut-être un peu différente. Vous pouvez essayer de le convaincre Oui, non, ce que je veux dire, c'est que la France reste le pays qui a un art de la table. Oui. Et si on prend le poulet et la volaille, pourquoi il y a encore des poulets rôtis sur une table? C'est parce qu'on est les seuls en Europe et dans le monde. Les seuls et derniers? Oui. En Europe, aujourd'hui, on ne vend pas de poulet, par exemple, plein air, label rouge, parce que pour les Anglais, pour les Anglo-Saxons, les Nordiques, le poulet se mange découpé. Il ne se mange pas entier. Et pourquoi on le mange entier? C'est parce que, vous l'avez dit, il y a une structure du repas. Il y a un temps, il y a une découpe, il y a une prise en compte de la nécessité de s'asseoir, de manger et de discuter. Il me paraît important, sur un plan touristique, que de très grandes tables, que des restaurants étoilés continuent d'attirer les gens dans les différents terroirs. Vous êtes le ministre des territoires, vous êtes... Et des terroirs aussi, si vous voulez. Et des terroirs. Et des fromages 77 ou 367, ça dépend comment on compte. C'est fondamental cet aspect-là, parce que sans les grands restaurants, vous n'attirez pas toute une partie du tourisme. Très souvent, lorsque vous avez un lieu qui est attrayant, soit un grand parc d'attractions, soit un musée majeur, est-ce que demandent toujours les gens ? Est-ce qu'il y a des restaurants étoilés? Et au-delà, est-ce qu'il y a des accueils? Est-ce qu'on peut créer autour du site, est-ce qu'on peut créer une animation? Je pense qu'une des animations les plus nobles et les plus fortes et les plus spécifiques qu'on puisse offrir en France, c'est précisément l'animation gastronomique. Je suis totalement d'accord et on a besoin effectivement des chefs et des grands chefs pour promouvoir la destination France. Ça, c'est très important, puisqu'on crée une énergie médiatique autour. Et plus que les grands restaurants, sont les grands chefs. Les grands chefs, d'ailleurs, oui. Enfin. Et on a besoin aussi d'une cuisine de terroir, de qualité. N'oubliez pas qu'un touriste, c'est une expérience d'un territoire ou d'une destination. Et ils s'attendent effectivement, pour le temps du repas, à avoir la qualité, la convivialité, l'accueil, la table, le décor, etc. Et là, je suis d'accord avec Monsieur le Ministre, on est obligé de faire un effort, puisque ça, cette partie-là de notre repas, qu'on doit reproduire lorsqu'on accueille des touristes, a tendance effectivement à s'éroder. Oui, mais avec 43 € par jour, vous n'avez pas grand-chose dans un restaurant. Justement, il faut faire monter cette somme-là. C'est ça, je veux dire. Ça c'est bien gentil, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais vu les tarifs de ça, ça limite quand même, si vous dites qu'il y a 43 € par jour, ça veut dire pour deux les trois repas. Pour les trois repas. À 20 €, vous n'avez pas une entrée. Karl Lagerfeld, vous disiez tout à l'heure, au début de cette émission, qu'il fallait faire revenir en France un certain nombre de touristes qui y venaient moins. Je pense que les grandes tables et les grands chefs sont un des arguments qu'on peut leur proposer. Jean-Jacques Ayagon. Écoutez, ils les connaissent, malheureusement. Vous le savez, Dieu, dans son infinie bonté, a voulu que les grenouilles trouvassent leur coassement beau. La France finit par se gargariser de la même façon des performances de son tourisme, par exemple, et parfois des performances de sa gastronomie. Certes, il y a en France une très grande cuisine, mais quand même, depuis quelques décennies, on assiste dans notre pays à une décadence absolue de la restauration moyenne ou de la restauration
populaire. Hélène Darroze. Oui et non, parce que moi je trouve que, déjà à Paris, mais aussi dans les provinces, je trouve que vraiment la cuisine de terroir se porte très très bien. Quoi. Et justement, elle est accessible. Et alors, rendre la cuisine, le tourisme accessible par la gastronomie, ça, j'y crois pas trop, parce que, hélas, on ne pourra pas baisser nos prix et les budgets ne sont pas extensibles. Par contre, par ces petits bistrots, ces petits restaurants de province et de terroir, là, j'y crois beaucoup plus. Il n'y a pas de grand chef. Moi, je crois, en tout cas. Non, il n'y a pas de grand chef. C'est ça le problème. Que ce tissu de restauration modeste ou moyenne, il faut absolument être vigilant à ce qu'il ne se dégrade pas au-delà du tolérable. Je crois qu'il y a là vraiment un enjeu qui dépasse d'ailleurs l'enjeu économique ou l'enjeu touristique. Il y a également un enjeu culturel, parce que la table, la cuisine, le repas sont des symptômes d'une civilisation, et il n'y a plus de civilisation le jour où la table s'est appauvrie à un point irrémédiable. La meilleure façon de résister, Stéphane Le Foll, ça reste quand même ce que disait Jean-Jacques Ayagon, la politique des labels, des AOC, appellations d'origine contrôlée, qui empêchent de présenter une cochonnerie à la crème à la place d'un banon, par exemple. Oui, non, mais bien sûr. Après, il y a la question de l'agriculture. C'est-à-dire que la diversité de l'alimentation dépend de la diversité des agricultures. La diversité des produits fait la diversité de l'alimentation. On oublie le lien qu'il y a direct. Si on prend les fromages, un plateau de fromage, c'est d'abord à l'origine des fromages. Et ça, c'est une force, une qualité, et toutes les AOC, les IGP sont des enjeux majeurs. Ça permet de segmenter, ça permet de différencier la qualité des produits. Et là, il y a une bataille à l'échelle mondiale. Les Américains considèrent que tout ça, ça ne compte pas. Et cette bataille, elle est majeure. On progresse. Les Chinois, puisque j'y étais la semaine dernière, ont reconnu l'appellation champagne. Mais ils l'ont reconnue. En Amérique, elle n'est pas reconnue. Donc on a une bataille à mener. C'est-à-dire on vend des saloperies, et on appelle ça champagne sur l'étiquette. D'une certaine manière, on détruit le produit. Quoi. Voilà. Parce que les gens, quand ils en ont pris une fois, n'en reprennent pas deux fois. Oui, c'est même une autre idée qu'il y a derrière, qui est plus profonde. C'est que les Américains défendent l'idée qu'il y a des marques commerciales. Nous, on défend l'idée qu'il y a des produits agricoles. Et ça, c'est une différence. C'est parce qu'il y a des produits agricoles qu'on fait des AOC, qu'on lie au travers du vin, le terroir et le produit, qu'on lie au travers d'un label un produit et son lieu de production, sa charte, les conditions dans lesquelles il est produit. Ça, c'est une innovation française qui est en train de se transmettre en Europe, ça s'est fait, mais qu'on doit transmettre dans le monde. Et c'est une bataille qui fait la bataille culturelle qu'on évoquait tout à l'heure, qui va porter aussi non seulement sur la gastronomie en tant que cuisine et qualité des produits dans la table, mais qui porte sur justement les origines des produits et qui va porter aussi sur la structure du repas. Alors on a des alliés dans ce combat, les Italiens, les Espagnols. Bien sûr, en Europe, beaucoup. Bien sûr, beaucoup, bien sûr. Mais après, il faut aller porter cette idée. Alors le Japon suit. Parce qu'ils ont une tradition agricole qui nous ressemble. La Chine, c'est un enjeu aussi. L'Asie est un enjeu, bien sûr. Et quel est l'impact du vin? Il est énorme, Julia. Et oui, ça, monsieur le ministre, ça va vous faire plaisir parce que c'est une bataille mondiale que la France semble avoir gagnée. On voyait au début de l'émission combien rapporte le tourisme à la France. On a vu 8 milliards d'euros. Eh bien, le vin a rapporté en 2012, c'est un record historique, 9,5 milliards d'euros à la balance commerciale française. C'est énorme. Et les exportations de vin, elles ne cessent les viticulteurs. Hein, c'est ça qu'il faut dire. Hein. Bien sûr, merci les viticulteurs. Merci les viticulteurs et merci les Chinois. On va se faire mal voir, mais aussi. on va le dire quand même. Merci les Chinois parce qu'ils ne cessent d'importer de plus en plus de vin français. Si on regarde les exportations de vin de Bordeaux vers la Chine, eh bien, nous sommes passés de 2000 hectolitres par an en 2000 à 528 000 hectolitres par an en 2012. Donc elles ont complètement explosé ces dernières années. Et d'ailleurs, comme on va le voir France, les Chinois ne se contentent plus d'importer du vin, mais ils achètent nos châteaux. Eh oui, parce que les Chinois sont précisément la nationalité en hausse parmi les touristes et ils ne se contentent pas de visiter la Tour Eiffel. Ils sont de plus en plus nombreux à racheter des châteaux dans les vignobles, car le vin et nos pieds de vigne sont devenus leur dada. Est-ce une bonne nouvelle ou est-ce un danger? Fabrice Monod est allé enquêter sur place. Nous sommes au mois de mars, dans le vignoble bordelais. C'est l'époque où les châteaux organisent des dégustations pour faire goûter leurs vins primeurs. Rien que de très banal, si ce n'est la nationalité de certains producteurs. Daisy Cheng est chinoise. Elle a investi dans le Bordelais il y a un peu plus de 5 ans.
Observant que la consommation de vin augmentait dans son pays, cette entrepreneuse avisée s'est dit que Bordeaux était le meilleur endroit pour développer ses affaires. J'aime bien le vin rouge et les vins de Bordeaux en particulier. Ce sont les meilleurs du monde et ce sont aussi les vins les plus connus. À Bordeaux, le contexte de production est sérieux, professionnel et la production a aussi une longue histoire. Avant d'acheter un château à Bordeaux, Daisy Cheng ne connaissait rien au vin. Mais elle a très vite appris. Aujourd'hui, comme les autres propriétaires de châteaux, elle participe aux dégustations des primeurs et elle travaille avec un œnologue réputé, Stéphane Toutounji. J'ai beaucoup appris avec Stéphane. Il travaille avec nous depuis l'achat du château.